L'histoire est pleine de batailles menées avec courage, mais peu de nations ont capturé cette ténacité au cinéma, tout comme la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces films ne se contentaient pas de raconter des histoires, ils sont devenus une partie intégrante de la mémoire nationale, mêlant vérité, propagande et pur génie artistique. Ce qui les fait perdurer, ce ne sont pas seulement les explosions ou les uniformes, mais bien le pouls humain qui bat derrière chaque image. Alors, quels sont les films qui se sont vraiment démarqués des autres, et pourquoi sont-ils encore aujourd'hui impossibles à oublier? Plongeons sans plus attendre dans les 15 plus grands films jamais réalisés. Dunkerque 2017. Imaginez-vous sur une plage, avec 400 000 soldats attendant un salut qui pourrait ne jamais arriver. C'est le monde dans lequel Christopher Nolan vous plonge avec Dunkerque, un chef-d'œuvre moderne qui ne se contente pas de montrer l'évacuation. Il vous la fait ressentir au plus profond de vos entrailles. Oubliez la narration de guerre traditionnelle. Il n'y a pas de long discours, ni de cartes avec des flèches en mouvement. Nolan, lui, a choisi de diviser le film en 3 temporalités distinctes. Une semaine sur la terre ferme, un jour en pleine mer, et 1 heure dans les airs. Ce qui rend Dunkerque si implacable, c'est la façon dont il joue avec vos sens. La bande originale utilise une illusion sonore, appelée son de Shepard, conçue pour donner l'impression qu'elle monte sans cesse, de plus en plus haut, sans résolution. Cela signifie que la panique ne s'estompe jamais. Votre cœur semble faire partie de la bande-son, et quand le Spitfire de Tom Hardy plane en quasi-silence à la fin, ce n'est pas que du soulagement, c'est un triomphe né de l'épuisement. Le détail est stupéfiant. Nolan a filmé avec de vrais navires et avions chaque fois que possible, utilisant souvent des caméras IMAX attachées à des avions de chasse. Il a même chorégraphié des figurants pour qu'ils se déplacent comme des vagues d'hommes échoués, afin que la marée humaine à l'écran semble d'un réalisme écrasant. Il n'y a presque pas de dialogue, mais ce silence est le propos. La guerre ne se crie pas toujours, elle se vit dans l'endurance. Dunkerque est bien plus qu'un film, c'est une véritable épreuve sensorielle, un rappel cinématographique puissant que parfois la survie elle-même est une victoire. Un choix audacieux pour commencer notre liste est la preuve que même au XXIe siècle, le cinéma de guerre britannique sait encore saisir l'âme. Le pont de la rivière Kwai, 1957. Alec Guinness, une jungle de bambous luxuriante et un pont qui est devenu un véritable monument à l'obsession. C'est le cœur obsédant du film de David Lean, Le pont de la rivière Kwai, l'un des films de guerre les plus primés de l'histoire du cinéma. Mais derrière ces 7 Oscars se cache une histoire sur la ligne extrêmement ténue entre le devoir et la folie. L'histoire se déroule dans un camp de prisonniers japonais et suit le colonel Nicholson, un officier britannique qui refuse de laisser ses hommes s'effondrer. Sa foi rigide dans la discipline commence comme une question de survie, mais mute en quelque chose de plus sombre, une obsession de prouver la supériorité britannique en construisant le pont de l'ennemi à la perfection. Au lieu de résister, Nicholson est enivré par ses réussites, aveugle au fait que sa fierté aide ses geôliers. Lean ne se contentait pas de simples décors ou de demi-mesures. Il a construit un pont ferroviaire grandeur nature dans les jungles du Sri Lanka, seulement pour le bourrer d'explosifs pour le grand final. Quand la première tentative d'immortaliser l'explosion a échoué, ils ont reconstruit des parties de celui-ci, juste pour le faire exploser à nouveau. Ce niveau d'engagement a offert au public un spectacle d'une telle authenticité qu'on a l'impression de vivre l'histoire, et non pas de la fiction. Guinness y livre l'une des interprétations les plus complexes du cinéma, à la fois calme, autoritaire et se délitant progressivement. Au point culminant, lorsque le pont est achevé et que la destruction menace, le film devient une méditation sur l'orgueil, l'obsession et les étranges manières dont la guerre redéfinit l'honneur humain. Le pont de la rivière Kwai n'est pas seulement un film de guerre, c'est aussi une profonde étude psychologique, un avertissement poignant et une grande épopée réunis en un seul chef-d'œuvre. Cela montre que parfois les batailles les plus dangereuses ne sont pas menées avec la puissance de feu, mais avec l'esprit. Un pont trop loin, 1977. Un plan si ambitieux, il semblait brillant sur le papier et s'est effondré de façon spectaculaire dans la réalité. C'est l'histoire de l'opération Market Garden, portée à l'écran par Richard Attenborough dans Un pont trop loin. À la différence des récits héroïques habituels, celui-ci ne fait pas de concession. Il s'agit d'une mission qui avait pour objectif de mettre un terme à la guerre plus tôt que prévu, mais qui, au lieu de cela, a tourné à l'une des plus grandes erreurs stratégiques des Alliés. La distribution est un parterre de stars du cinéma des années 70. Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Gene Hackman, Robert.
Robert Redford, et la liste est longue. Mais Attenborough utilise cette notoriété non pas pour le glamour, mais pour faire comprendre à quel point la catastrophe était étendue. Des généraux aux décisions trop confiantes, aux soldats isolés sans radio, chaque point de vue est imprégné de tension. Le film ne lésine pas sur les détails pour montrer comment logistique, météo et pure arrogance peuvent réduire à néant les plans les mieux établis. Au lieu de discours de victoire, on a de la boue, du chaos et des lignes de communication rompues. Et au cœur de cette histoire se trouve le général Boy Browning, hanté par ses démons, aussi bien pendant qu'après la guerre. On dit que son échec a profondément influencé les personnages sombres et tourmentés de sa femme, Daphné du Maurier, dans ses romans. Réalisé avec d'immenses décors réels et de véritables chars d'assaut, Attenborough parvient à recréer l'ampleur d'Arnhem avec une précision absolument écrasante. On ressent intensément le poids de ce pont qui se profile à la fois comme un objectif militaire concret et un puissant symbole de la démesure humaine. Le film, Un pont trop loin, ne parle pas de la victoire, mais bien du coup tragique de l'orgueil et de la vanité. Cela transforme la défaite en une histoire digne d'être racontée, prouvant que la plus grande force du cinéma ne réside pas dans la célébration du triomphe, mais dans l'illumination de l'échec. La bataille d'Angleterre, 1969. Les moteurs rugissent, les hélices hurlent et l'histoire s'envole dans le ciel. La bataille d'Angleterre est le genre de film qui ne fait pas que raconter une campagne, il la ressuscite. Sorti en 1969, il nous raconte l'histoire de la RAF repoussant la Luftwaffe durant l'été 1940, lorsque le destin de la Grande-Bretagne était littéralement suspendu dans les nuages. Ce qui rend ce film si emblématique, ce n'est pas uniquement sa distribution impressionnante, mais aussi et surtout son audace. Les producteurs ont réuni l'une des plus vastes flottes aériennes privées jamais montrées au cinéma, avec des Spitfire et des Hurricane. Le problème ? Trouver des avions allemands en état de vol, capables de participer aux scènes. La solution qu'ils ont trouvée était tout simplement géniale. Ils utilisaient des avions de fabrication espagnole, qui étaient toujours équipés de moteurs Rolls-Royce Merlin, les mêmes, bien sûr, qui propulsaient les chasseurs britanniques. Cela signifiait que, dans certaines scènes, on assistait à un Merlin contre Merlin, une véritable ironie directement intégrée au combat aérien. Les séquences aériennes sont absolument époustouflantes. Sans aucun filet de sécurité numérique, chaque piqué, décrochage et plongeon a dû être capturé pour de vrai. Vous ne regardez pas de simples maquettes ou des miniatures, mais un ballet aérien exécuté par de vrais pilotes qui poussent les machines les plus emblématiques de l'histoire à leurs limites. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un spectacle. Le film dépeint la réalité angoissante des pilotes en infériorité numérique, la tension subie par les commandants ainsi que le courage quotidien des équipes au sol qui savaient qu'une seule erreur pouvait entraîner une catastrophe. Les enjeux ne sont absolument pas abstraits. Elles sont inscrites dans chaque note de moteur. La bataille d'Angleterre n'est pas seulement un film, mais un hommage retentissant à l'aviation, au courage et à la détermination pure. Il a prouvé que le cinéma, lorsqu'il est alimenté par l'authenticité, peut rendre l'histoire vivante de la manière la plus viscérale qui soit. Les briseurs de barrages, 1955. Comment détruire un barrage ennemi quand les bombes conventionnelles ricochent simplement? La réponse est devenue l'une des expériences de guerre les plus audacieuses de la Grande-Bretagne et l'un de ses plus grands films. Les briseurs de barrages racontent l'histoire de Barnes Wallis, l'ingénieur qui a percé la physique d'une bombe rebondissante, et les pilotes chargés de faire réussir cette mission impossible. Le film se divise nettement en deux parties. Le premier est quasi scientifique. Wallis expérimente avec une précision méticuleuse, échoue et réessaye jusqu'à ce que l'arme soit parfaitement au point. Le deuxième est un thriller haletant, vous plongeant à bord de bombardiers Lancaster volant à basse altitude au-dessus du territoire ennemi, bravant les projecteurs et la DCA pour larguer leur cargaison. Le point culminant reste l'une des séquences les plus exaltantes du cinéma de guerre. L'authenticité est stupéfiante. Beaucoup d'acteurs étaient d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, et les séquences de vol ont été filmées avec de véritables avions, mises en scène si efficacement que des décennies plus tard, George Lucas les a célèbres utilisées comme source d'inspiration pour la course de la tranchée de Star Wars. Si vous avez déjà remarqué le rythme des conversations de cockpit dans ces batailles spatiales, vous entendez l'ADN de The Dam Busters. Ce n'est pas seulement un triomphe d'ingénierie, c'est l'ingéniosité sous pression, la résilience quand les chances sont contre et l'esprit d'une nation qui refuse d'abandonner. La musique emblématique du générique donne encore des frissons, un hymne grandiose d'intelligence, de bravoure et de persévérance. Les briseurs de barrages est la preuve que lorsque la créativité humaine rencontre la nécessité, des miracles se produisent. Il reste l'un des fleurons du cinéma de guerre britannique et une histoire qui inspire encore aujourd'hui. La mer cruelle, 1953.
3. Ce n'est pas l'ennemi que vous redoutez le plus, c'est l'océan infini et impitoyable. La mer cruelle dissipe toute illusion de gloire et vous plonge dans la routine éreintante de la guerre navale en Atlantique Nord. Au lieu de victoire, de médailles et de triomphes, vous avez les embruns, les ponts glacés et la terreur constante des sous-marins qui rôdent invisibles sous les vagues. Au cœur de cette histoire, on retrouve Jack Hawkins dans le rôle du capitaine Erickson, un homme qui n'est absolument pas dépeint comme un héros au sens traditionnel du terme. Il est las, profondément éprouvé, et s'effondre lentement sous le poids écrasant de décisions impossibles à prendre. Son rôle n'est pas de gagner des batailles, c'est de garder ses hommes en vie et de faire avancer son convoi à travers des eaux qui pourraient devenir des cimetières à tout moment. La production a poussé l'authenticité à l'extrême. Plutôt que des bassins de studio ou des décors sécurisés, le réalisateur Charles Friend a embarqué son équipe sur une vraie corvette dans la Manche. Le résultat, les acteurs ont passé une grande partie du tournage malade, leurs visages verts et leurs yeux cernés capturés sans filtre par la caméra. Cet épuisement que vous voyez n'est pas du jeu, c'est de la souffrance. Ce qui rend The Cruel Sea inoubliable, c'est son honnêteté. Il refuse d'enjoliver la vie maritime de glamour. Ce sont de longues périodes de monotonie brisées par des moments de pure terreur. Ce sont des hommes qui affrontent non seulement l'ennemi, mais leur propre point de rupture. Quand Erickson est forcé de prendre la décision brutale de grenader les eaux mêmes où son propre équipage se débat, on ressent l'agonie du leadership dans sa forme la plus brute. La mer cruelle n'est pas juste un film de guerre. C'est un témoignage de résilience, d'endurance et de l'héroïsme silencieux de ceux qui ont continué sans jamais savoir si demain viendrait. Couler le Bismarck, 1960. Parfois, la guerre donne l'impression d'être moins un combat et davantage une partie d'échecs où chaque faux pas coûte des vies. Couler le Bismarck capture cette tension avec une précision glaciale, se concentrant sur la poursuite par la Royal Navy du super cuirassé d'Hitler en 1941. Contrairement aux films de guerre typiques qui éblouissent par leurs explosions, celui-ci est axé sur la stratégie, le calcul et des nerfs d'acier. La majeure partie de l'action ne se déroule pas sur le pont d'un navire, mais bien dans des salles de guerre souterraines, où des officiers déplacent minutieusement des navires miniatures sur des cartes, tandis que le destin de l'Atlantique tout entier repose sur chacune de leurs décisions. Ce choix confère au film une atmosphère de procédure dépouillée, rappelant aux spectateurs que la guerre réelle se mène autant par l'information que par la puissance de feu. Mais ce qui élève Couler le Bismarck, c'est son ancrage profond dans l'expérience vécue. Esmond Knight, qui joue le capitaine du HMS Prince of Wales, avait en fait été officier d'artillerie sur ce navire pendant la vraie bataille. Il a été aveuglé lors du combat contre le Bismarck, et pourtant près de 2 décennies plus tard, il est revenu pour reconstituer le jour le plus éprouvant de sa vie. Sa présence confère au film une authenticité qu'on ne peut pas inventer. Le ton est tendu, quasi documentaire, avec une attention implacable sur cette traque à haut risque. Chaque signal intercepté, chaque ajustement de cap semble d'une importance capitale. Au moment du dénouement, lorsque le Bismarck est finalement coulé, le soulagement n'est pas triomphal. C'est une expérience qui fait réfléchir, un rappel poignant du coût humain derrière les manchettes. Sink the Bismarck prouve que parfois les films de guerre les plus captivants délaissent le spectacle pour le réalisme, offrant un aperçu froid et angoissant de la stratégie sous le feu. Ice Cold in Alex, 1958. Imaginez la situation. Le désert nord-africain, une chaleur torride et une ambulance délabrée transportant un groupe hétéroclite de survivants. C'est le cadre claustrophobique d'Ice Cold in Alex, un thriller de survie où le véritable ennemi n'est pas les tirs, mais le désert lui-même. Après la chute de Tobruk, un officier britannique, 2 infirmières et un officier sud-africain suspect partent à travers les dunes, désespérés d'atteindre la sécurité à Alexandrie. Chaque kilomètre est une véritable épreuve. Le sable ralentit leur roue, le soleil leur brûle la peau, et la paranoïa ronge leurs esprits. L'un d'eux est-il secrètement un agent ennemi? Le réalisateur, G. Lee Thompson, a distillé la tension à petit feu. Les scènes s'étirent, lourdes de chaleur et d'épuisement, jusqu'à ce que la paranoïa monte, vous laissant aussi sec et nerveux que les personnages. John Mills, qui incarnait le capitaine Hanson, n'était pas un buveur dans la vie réelle, mais pour la scène finale emblématique où Hanson avale enfin une bière bien fraîche à Hal.
Alexandria. On l'a forcé à avaler de la vraie bière sous les projecteurs brûlants du studio, prise après prise. Son air de béatitude n'est pas joué. C'est un soulagement sincère après des heures de soif. La force de Ice Cold in Alex est de faire de la simplicité une arme. Pas de vastes champs de bataille ni de combats aériens, juste des humains face à un paysage impitoyable. Le sable et le soleil deviennent autant un antagoniste que n'importe quel soldat ennemi. Au final, lorsque le verre touche les lèvres et que la boisson fraîche est avalée, ce n'est pas seulement une satisfaction cinématographique, c'est une victoire distillée. Peu de films de guerre méritent leur récompense aussi honnêtement que celui-ci. In Which We Serve, 1942. Imaginez un film conçu non pas pour divertir, mais pour unir une nation. Tel est l'objectif d'In Which We Serve, le premier long-métrage réalisé par David Lean et coécrit avec Noel Coward. Sorti dans les jours les plus sombres de 42, ce n'était pas qu'un film. C'était de la propagande avec un cœur qui bat. L'histoire se déroule en flashback raconté par des survivants d'un destroyer, agrippés à un radeau de sauvetage. À travers leurs souvenirs, nous voyons le voyage du navire, ses batailles et ses pertes. C'est intime et émouvant, et cela a été conçu pour montrer à la Grande-Bretagne que l'endurance et la loyauté étaient tout aussi importantes que la puissance de feu. Coward a basé le navire sur le HMS Kelly, commandé par son ami Lord Mountbatten. Il a même repris des répliques des vrais discours de Mountbatten, ce qui signifie que certaines des paroles émouvantes du capitaine que l'on entend dans le film étaient les mêmes que celles prononcées sur de vrais ponts de navire. Cette vérité transparaît à l'écran, conférant au film un poids quasi documentaire. C'était de la propagande, oui, mais pas creuse. Sa puissance venait de son authenticité et de son refus d'édulcorer le sacrifice. La résilience du flegme britannique, les actes de courage silencieux et la souffrance partagée ont parlé directement aux spectateurs britanniques qui vivaient ces mêmes expériences. La co-réalisation avec Lean a conféré au film une force cinématographique bien au-delà de la plupart des films de l'époque destinés à remonter le moral. L'œil de Lean pour le détail, associé à l'écriture émouvante de Coward, a produit un film de guerre qui résonne encore aujourd'hui, non seulement comme histoire, mais comme art. In Which We Serve est la preuve que parfois, le bon film au bon moment peut faire plus que divertir. Il peut aider un pays à survivre. Went the Day Well, 1942. Quand la guerre s'abat sur votre paisible petit village, la journée s'est-elle bien passée? Offre une tournure glaçante qui a profondément choqué les spectateurs en temps de guerre. Au lieu de se concentrer sur les soldats, il suit les habitants d'un village anglais endormis alors qu'ils sont soudainement envahis, non pas par des bombes, mais par des parachutistes allemands déguisés en soldats britanniques. Au début, les intrus se fondent parfaitement dans le décor. Ils semblent polis, disciplinés et même serviables. Mais à mesure que les villageois commencent à soupçonner que quelque chose ne va pas, la campagne idyllique de cartes postales se transforme en un véritable champ de bataille. Les voisins prennent des haches, des fusils à pompe, et tout ce qui leur tombe sous la main pour riposter. Soudain, de simples citoyens se transforment en défenseurs désespérés. Ce qui rend le film si puissant, c'est justement sa subversion. Les studios Ealing, réputés pour leurs comédies légères et joyeuses, ont présenté un film qui était tout sauf réconfortant. Les spectateurs qui s'attendaient à un drame doux et paisible furent stupéfaits par la violence et l'intensité. Pour beaucoup, c'était la première fois que le cinéma donnait l'impression qu'une invasion pouvait être ressentie de manière si intime, si personnelle. Le film a été tourné dans le véritable village de Turville, dont les habitants auraient été profondément troublés en voyant leurs propres maisons transformées en scènes de lutte sanglante à l'écran. Ce choc était tout à fait délibéré. C'était de la propagande destinée à secouer les esprits et à les éveiller et à leur rappeler que la guerre pouvait frapper à leur porte. Aujourd'hui, Went the Day Well demeure un rappel glaçant que le courage ne se limite pas uniquement aux champs de bataille. On le trouve parfois dans de paisibles ruelles, parmi les commerçants et les fermiers, quand tout ce qui est familier se transforme soudainement en ligne de front. Une question de vie ou de mort. 1946. Et si la survie elle-même était un accident et que l'univers exigeait de la justifier? C'est la prémisse extraordinaire de Une question de vie ou de mort, un classique de Powell et Pressburger qui fusionne la réalité de la guerre avec la fantaisie cosmique. Ça commence avec un pilote de la RAF qui saute de son bombardier en flammes sans parachute. Logiquement, il devrait être mort. Mais par un coup du sort céleste, l'ange chargé de le récupérer rate sa cible dans le brouillard.
Brouillard. Le pilote se réveille, bien vivant, sur la côte anglaise, et tombe éperdument amoureux d'une opératrice radio américaine qui a guidé ses dernières paroles. Soudain, le ciel et la terre entrent en collision, alors qu'il est convoqué pour défendre son droit de vivre devant un tribunal cosmique. Ce film est une merveille d'imagination visuelle. Le monde terrestre est en technicolor luxuriant, tandis que l'au-delà est filmé en noir et blanc saisissant, créant un contraste frappant. L'emblématique escalier vers le ciel était un immense escalator construit sur le plateau, terrifiant les acteurs qui devaient monter ces 106 marches sans rampe. Ce qui fait résonner le film, ce n'est pas seulement la fantaisie, c'est le timing. Au sortir de la guerre, la Grande-Bretagne était un pays meurtri, en plein deuil, et désespérément en quête d'histoire de seconde chance. Ce film leur a offert précisément cela, rappelant au public que l'amour, l'humanité et l'espoir pouvaient encore triompher, même dans l'ombre menaçante de la guerre. Même Martin Scorsese l'a qualifié de véritable révélation, le faisant circuler comme une précieuse contrebande dès qu'il l'a découvert pour la première fois. Une question de vie ou de mort reste l'un des films inspirés par la guerre les plus beaux et audacieux jamais réalisés, non pas parce qu'il montre le combat, mais parce qu'il défend la valeur même de la vie. La vie et la mort du colonel Blimp, 1943. Il est pompeux, dépassé et têtu, mais aussi profondément humain. Le colonel Blimp est l'un des personnages les plus complexes jamais créés par Powell et Pressburger, et son film n'est pas qu'une simple histoire de guerre. C'est un vaste portrait de la Grande-Bretagne elle-même, à travers des décennies de profonds changements. Le film suit Clive Candy, un officier dont la carrière s'étend de la guerre des Boers jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas présenté comme un héros sans défaut, mais comme un homme façonné et souvent aveuglé par la tradition. Ses valeurs d'honneur, de fair play et de conduite de gentleman s'érodent lentement à mesure que la guerre moderne déchire les anciens codes de comportement. Ce qui rend ce film remarquable, c'est l'audace avec laquelle il a questionné la classe militaire britannique en plein milieu de la guerre. Sorti en 1943, il suscita la méfiance du gouvernement. Winston Churchill lui-même aurait craint que cela ne nuise au moral. Pourtant, le public a découvert quelque chose de plus riche, une méditation sur le vieillissement, sur la fierté, et sur la douloureuse prise de conscience que les vertus d'hier pourraient ne pas gagner les batailles d'aujourd'hui. Visuellement, c'est somptueux. Tourné en magnifique Technicolor, il a offert au public de la couleur à une époque où le reportage de guerre en noir et blanc dominait leur vie. Deborah Kerr incarne 3 femmes différentes tout au long de la vie de Candy, symbolisant le visage changeant de la Grande-Bretagne elle-même. La vie et la mort du colonel Blimp n'est pas de la propagande, c'est de la philosophie déguisée en cinéma. Il ose montrer que l'héroïsme peut aussi signifier lâcher prise, s'adapter et affronter des vérités inconfortables. Peu de films de cette époque n'ont été aussi ambitieux, et c'est la raison pour laquelle ils perdurent comme l'un des plus grands. Darkest Hour 2017. Une seule voix dans une salle de guerre enfumée peut changer le destin des nations. Darkest Hour dépeint les premières semaines cruciales de Winston Churchill en tant que Premier ministre, quand la Grande-Bretagne était seule face à la puissance de l'Allemagne nazie. Ce n'est pas un film de champ de bataille, mais de discours, de stratégie et de volonté inébranlable. La transformation de Gary Oldman en Churchill est à couper le souffle, et lui a valu l'Oscar. Mais ce qui rend la performance si marquante, ce n'est pas le maquillage, c'est l'énergie. On découvre un homme tiraillé entre le doute et une ferme détermination, harcelé par ses propres collègues et contraint de négocier la paix, alors même que son pays se prépare à une invasion imminente. Le réalisateur Joe Wright emploie des astuces visuelles ingénieuses pour intensifier la sensation de claustrophobie du pouvoir. Des couloirs exigus, des pièces faiblement éclairées et des plans en plongée du Parlement vous font ressentir l'étau de l'histoire qui se resserre inexorablement. Il y a même une scène controversée où Churchill prend le métro de Londres pour écouter les voix des citoyens ordinaires, une invention cinématographique, mais qui saisit parfaitement l'essence de la façon dont ses discours ont rallié toute une nation. Les heures sombres s'accordent magnifiquement avec Dunkerque, sorti la même année. L'un montre le chaos sur la plage, l'autre révèle les décisions désespérées prises à huis clos. Ensemble, ils brossent un portrait plus complet d'un pays au bord du gouffre. Ce n'est pas un film de guerre au sens traditionnel du terme. C'est un thriller captivant sur le leadership, un rappel puissant que parfois la plus redoutable des armes en période de guerre est une simple phrase prononcée au moment idéal. The Imitation Game, 2014. La guerre ne se mène pas qu'avec avions et navires, mais avec les esprits.
Le jeu de l'imitation raconte l'histoire d'Alan Turing et des cryptanalystes de Bletchley Park qui ont déchiffré la machine Enigma et ont changé le cours de l'histoire. Au fond, le film traite du génie d'un homme qui se heurte aux traditions rigides qui l'entourent. Benedict Cumberbatch incarne Turing comme un homme socialement maladroit, difficile et souvent cassant, mais aussi comme un génie dont le travail a raccourci la guerre et a sauvé d'innombrables vies. Sa machine, un précurseur des ordinateurs modernes, n'était pas seulement une innovation, c'était une révolution. Le film réussit car il rend les mathématiques passionnantes. Le réalisateur Morten Tyldum transforme la résolution de problèmes en suspense, alternant entre les tableaux noirs, les horloges qui tournent et la pression écrasante des bombardements quotidiens. Les enjeux sont clairs, déchiffrer le code ou regarder l'Europe brûler. Bien que le film condense l'histoire et prenne des libertés pour le drame, sa vérité émotionnelle frappe fort. Le secret de Bletchley Park a fait que le rôle de Turing ne fut pas largement reconnu pendant des décennies, et le film le réhabilite comme l'une des figures de guerre les plus vitales de la Grande-Bretagne. Le jeu de l'imitation est un film de guerre sans tranchées ni cieux rempli d'avions. C'est plutôt une histoire de persévérance, d'intellect et de batailles cachées qui comptait tout autant que celles livrées par le feu. Il prouve que parfois, les victoires les plus discrètes sont les plus retentissantes sur le long terme. Their Finest, 2016. Parfois, les plus grandes batailles se livrent derrière les caméras, et non sur le front. Une belle rencontre est une véritable lettre d'amour à l'art de raconter des histoires, se déroulant en pleine période du Blitz. Il suit une jeune femme recrutée pour aider à écrire des films de propagande visant à stimuler le moral des citoyens. Mais au lieu de produire de simples slogans ennuyeux, elle se retrouve à façonner une histoire qui touche réellement les gens. Gemma Arterton brille en Catherine Cole, une scénariste qui évolue dans le monde très masculin de la production cinématographique en temps de guerre. Elle s'associe à un acteur cynique, interprété par Bill Nighy, et à une productrice pleine de détermination afin de concevoir un film qui aurait pour but de convaincre la nation de retrouver foi en elle-même. La particularité de Their Finest réside dans son accent mis sur la puissance du récit. Alors que les bombes pleuvent à l'extérieur, les cinéastes se querellent, réécrivent leurs textes et cherchent à tout prix l'authenticité à l'intérieur. C'est du méta-cinéma, montrant comment les films sur la guerre participaient activement à la guerre elle-même. Le film saisit cette réalité douce amère, que même l'art créé pour la propagande peut véhiculer une véritable âme et une profonde vérité. Visuellement, il baigne la Grande-Bretagne des années 40 d'une lueur chaleureuse, équilibrant l'humour et le chagrin. On y trouve des dialogues pleins d'esprit, des romances maladroites et des moments de perte déchirantes, le tout tissé autour d'un thème. Les histoires comptent parce qu'elles donnent aux gens quelque chose à quoi se raccrocher quand tout le reste s'effondre. Their Finest nous rappelle que parfois, le courage ne consiste pas à tenir un fusil, mais plutôt à tenir une plume ou une caméra, façonnant ainsi la manière dont une nation se perçoit. Ce film est une conclusion parfaite pour notre liste, car il célèbre à la fois la résilience et la créativité. Et voilà, vous avez maintenant les 15 plus grands films britanniques sur la Seconde Guerre mondiale jamais réalisés. Des cieux rugissants aux salles silencieuses de décryptage, des plages de chaos au cinéma rempli d'espoir. Ces films prouvent que l'histoire n'est pas seulement consignée dans les livres, elle est revécue à travers l'objectif du cinéma. Lequel vous a le plus profondément marqué? Laissez vos réflexions ci-dessous. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour plus d'explorations approfondies et poursuivons la conversation. Après tout, l'histoire continue de vivre quand on raconte ses récits.